Yo l'équipe, bienvenue aujourd'hui pour un nouveau live. Aujourd'hui ça va être un live sur les spoils complets de One Piece du chapitre 1140. Donc voilà, on a énormément d'informations, la moitié des informations vont être sur le combat Luffy et Gaban et l'autre moitié des informations sur l'arrivée des chevaliers divins et tout. Donc voilà, on va analyser, on va détailler tout ça. Voilà, j'espère que vous êtes bien prêts. Installez-vous comme d'habitude. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, que ce soit sur YouTube, sur Twitter ou sur Discord. Voilà, il y a plein de contenus différents sur chaque plateforme. Donc n'hésitez pas. Et un grand merci d'ailleurs à tous ceux qui soutiennent, à tous ceux qui envoient de la force. Ça fait vraiment plaisir. Je ne peux que vous remercier. On continue les gars. Et je vais essayer en tout cas de vous faire des analyses de qualité. Donc préparez-vous pour des spoils incroyables. Let's go. One Piece chapitre 1140. Ok, donc c'est parti du coup pour les spoils 1140. Donc voilà, le chapitre s'appelle Scopper Gaban, chapitre de 17 pages. On va analyser ça ensemble, j'espère que vous êtes bien prêts parce que on va parler de beaucoup de choses. On commence avec le pèlerinage de Yamato, la fille du démon, volume 26. Si quelque chose arrive à Pitane, donc je sais pas c'est qui Pitane, c'est écrit comme ça juste ici, mais c'est comme ça qu'ils l'ont appelé. Je te suivrai jusqu'au plus profond des enfers et je te tuerai là-bas. Donc c'est peut-être une manière d'appeler son frère, je crois. Ça doit être une appellation soit de Ulti, soit de page one. Du coup, Ulti est attaché à une cible de fléchettes et menace Wuzu pendant qu'il lui lance des couteaux. Et du coup, c'est bel et bien Ulti qui dit ça en parlant de page one, je pense, à Wuzu. Donc voilà, pas plus d'informations par rapport à ça. De toute façon, j'attends d'avoir l'image pour vraiment détailler, mais voilà, je pense qu'il y a des informations qu'il va falloir prendre en compte par rapport à ça. Et pour moi, clairement, je pense que Oda, là, essaye de réintroduire tout simplement des personnages qu'on avait, entre guillemets, oubliés, perdus, qui étaient tout simplement KO après Wano. Donc là, il va essayer de les introduire d'une certaine manière pour pouvoir les faire revenir dans le manga plus tard comme il a l'habitude de faire dans les mini-aventures. Alors le chapitre commence là où le précédent s'était arrêté. Luffy est confus et ne comprend pas pourquoi il doit affronter Gaban. Zoro repense à ce que Colon a dit sur la puissance de son père. Luffy tend la main pour attraper la clé, mais Gaban l'évite facilement. Agacé, Luffy saute vers Gaban et tente à nouveau de prendre la clé. Cette fois, Gaban enduit la clé de Haki et écrase Luffy au sol. Des éclairs noirs apparaissent lorsque la clé touche Luffy. Donc voilà, assez intéressant de voir que Gaban a encore une maîtrise de Haki de très haute envergure et hâte de voir un petit peu ce qu'il va valoir dans le combat en image. Alors Road qui dit attends Yasan, Nami réplique impossible, Luffy, et Luffy dit waouh. Donc voilà, tout le monde est choqué, c'est un petit peu les réactions de toutes les personnes présentes, ce qui montre en fait qu'ils s'attendaient vraiment pas à ce que Luffy l'empereur entre guillemets puisse se faire dominer de cette manière. Luffy émerge des décombres très en colère. Il tend ses bras vers Gaban à plusieurs reprises, comme lorsqu'il utilise le Gomu Gomu no Gatalingen. Mais Gaban esquive facilement à nouveau. Gaban dit joli chapeau de paille que tu as là. Il te va mieux que ce casque que tu ne trouves pas. Et Luffy dit évidemment, c'est un trésor que Shanks m'a laissé garder pour lui. Maintenant, donne-moi cette clé. Gaban, garder, il ne te l'a pas simplement donné. Quel homme avare. Et Luffy dit idiot, ce n'est pas comme ça. Arrête de dire des trucs comme ça alors que tu ne sais rien sur Shanks. Gaban répond haha, pareil pour toi, morveux. Donc voilà, c'est trop marrant parce que Luffy accuse Gaban de ne pas connaître Shanks et de parler à tort, alors qu'en vrai, il n'y a personne qui sur cette planète connaît mieux Shanks que Gaban et potentiellement Rayleigh. Donc ça montre vraiment à quel point, voilà, il y a un petit parallèle de fond sur le fait que, voilà, comme d'habitude, Luffy est au courant de rien, il comprend rien, il imagine rien, donc voilà, il est vraiment premier degré. Et c'est marrant parce que voilà, là on a vraiment une confrontation de deux personnes qui aiment entre guillemets la même personne, mais qui sont face à face dans un contexte très spécial, vous l'aurez remarqué. Ok, soudain Gaban enfonce une partie de la clé dans la bouche de Luffy et la tête de Luffy prend la forme de la clé. Voilà, c'est assez marrant. Ensuite, Gaban sort ses deux haches et se prépare à attaquer Luffy. Donc voilà, Gaban commence à être un petit peu plus sérieux, mais dans tous les cas, même sans ses haches, il était carrément en position de force comparé à Luffy. Alors, deuxième partie, on a Zoro qui dit quoi? Des haches? Gaban répond Yasutekeru, arme de guerrier féroce. Zoro dit Luffy, écarte-toi. Donc voilà, dès qu'il a vu qu'il avait des armes blanches, il a décidé de prendre le pas. Donc voilà, Zoro a aussi sa part de lumière dans le chapitre.
Alors Luffy sent le puissant acquis de Gaban et son visage change pour une expression inquiète et drôle. Gaban utilise une énorme attaque avec plusieurs coups de hache qui détruisent une des tours du château. Luffy esquive de justesse et Zoro bloque une partie de l'attaque avec ses 3 épées. Gaban, pensant à lui-même, il a un bon camarade d'équipage. Donc voilà, les mêmes paroles que Shanks avait pour Bartholoméo. Donc voilà, les parallèles sont vraiment hyper nombreux. Et ça se voit que voilà, quand tu es dans l'équipage de Roger ou que tu faisais partie de l'équipage de Roger, ils ont à peu près tous la même méthode de pensée envers la camaraderie, etc. etc. Alors Nami et Road sont sous le choc. Luffy et Zoro se mettent sérieux. Luffy passe en Gear 5 et des éclairs noirs apparaissent dans les 3 épées de Zoro. Tous les vêtements de Luffy et sa hache deviennent blancs. Même son casque viking fusionne avec ses cheveux et lui donne l'apparence de corne. Quoi? Ouais, c'est trop stylé. Donc voilà, il a vraiment un contrôle parfait de son éveil entre guillemets, parce que voilà, on l'avait dit, l'éveil des paramécias entre guillemets, c'est de tout simplement contrôler son environnement. Et Luffy, lui, fait pas exception. Mais le délire, c'est que lui, normalement, c'est pas un paramécia, c'est un Zoan mythique. Donc voilà, il y a une petite zone d'ombre par rapport à ça, mais il a, on dirait, un éveil de Zoan et en même temps un éveil de paramécia. Donc voilà, trop bien, parce qu'au final, là carrément, le casque fusionne avec Luffy et ça fait carrément un Luffy cornu. Donc c'est légendaire. Hâte de voir ça. Et Luffy qui dit allons-y Zoro. Et Zoro répond ouais. Et Gaban, pensant à lui-même, dit donc c'est vraiment la forme blanche. Donc voilà, sûrement en rapport avec Nika, étant donné que Gaban connaît les secrets du monde, connaît Joy Boy, connaît tout ça là. Donc lui, il est déjà au courant. Donc il est content de voir quelque chose qu'il attendait depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. Luffy et Zoro attaquent Gaban, mais il abandonne soudainement et leur confie la clé. Luffy et Zoro finissent par s'écraser contre des rochers en essayant de stopper leur attaque. Voilà, ils ont tellement attaqué fort qu'ils contrôlent même plus leur force. Luffy et Zoro sont furieux car ils n'ont pas pu continuer le combat. Road est sur le point de leur révéler qui est vraiment Gaban, mais Gaban l'interrompt tout en récupérant sa robe et son kasa. Donc voilà, c'est ce que je vous disais dans la précédente vidéo, comme quoi Gaban va essayer de garder un peu d'ombre sur sa véritable identité parce que il veut pas tout de suite briser un petit peu ce côté secret qui tourne autour de lui. Donc voilà, je suis assez content de voir que Gaban va essayer de maîtriser la situation et essayer d'observer un petit peu comment se débrouille Luffy et Zoro, étant donné que bah voilà, là ils ont un comportement normal, parce que s'il lui dit directement, tu vois, ils vont peut-être changer de comportement et tout, vous connaissez, et vous savez à quel point les hommes de Roger, mais pas que les hommes de Roger, hein, plein de personnes connues dans One Piece, veulent absolument analyser la personne, la connaître concrètement pour savoir si c'est une bonne personne, si c'est le fameux homme que Roger attendait. Je me rappelle par exemple de Jinbei dans la prison de Jimpledom qui disait, écoute, que ce soit ton frère ou pas ton frère, disait ça à Ace, je vais pas le suivre si j'ai pas envie de le suivre, tu vois, s'il m'inspire pas confiance. Et du coup, au fur et à mesure du manga, on a vu que Jinbei a carrément validé Luffy. Donc c'est pareil pour Shanks. Shanks avait du coup décidé de prendre Luffy sous son aile. Crocus, lui, pareil, a attendu de voir à quoi ressemblait Luffy, comment il se débrouillait et tout, pour pouvoir le valider entre guillemets. Pareil pour Rayleigh, qui a avant, parce que Shanks lui en avait parlé, mais Rayleigh a attendu de vraiment bien le rencontrer et tout. Et du coup, c'est un petit peu la même mécanique qui est mise en place tout simplement dans ces spoils. On continue. Gaban dit, ne te précipite pas à Road. Quand vous quitterez cette île, si Elbaf est toujours en sécurité, venez me voir à nouveau. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça sous-entend beaucoup de choses. Parce que là, on a parlé de la chasse dans la précédente vidéo. Et en fait, la chasse, comme je vous l'ai dit, c'est dur à mettre en place. C'est-à-dire qu'il faut déplacer un public, il faut déplacer les Tenryubito. Donc, il va falloir qu'il y ait la marine, qu'il y ait une escorte, qu'il y ait pas mal de choses comme on l'a vu à God Valley. Et le délire, c'est que je pense que Oda va nous faire un God Valley 2.0. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, il commence à mettre tout simplement ses pions et qu'il va plus tard dans le manga faire venir tout le monde à Elbaf. Luffy va aller à Raftel, va revenir à Elbaf pour la chasse, libérer la chasse. Il y aura le fameux parallèle avec Barbe Noire et Xebec, le combat entre la marine alliée avec l'équipage de Roger, qui cette fois-ci sera Luffy, potentiellement avec Kobe. Et du coup, ce sera pour moi le début de la grande guerre finale. On va commencer par la chasse à God Valley et ça va se terminer sur une guerre mondiale avec Dragon, etc., etc. C'est exactement ce qui manque d'ailleurs à God Valley, c'est le côté révolutionnaire, un autre camp qui débarque dans God Valley. Vous savez qu'il y avait le gouvernement mondial, la marine et les pirates, et on savait qu'il y avait plusieurs équipages de pirates comme Roger et Xebec, et là ça pourrait être exactement la même chose, et tout le monde se rejoindrait un petit peu sur Elbaf pour pouvoir s'affronter dans une guerre, un battle royale légendaire. Donc voilà, gardez ça en tête, parce que soit ce sera dans cet arc, ce qui est possible, mais comme je vous l'ai dit, il faut des semaines et des semaines pour pouvoir tout déplacer, pour faire en sorte que ça arrive. Ça m'étonnerait qu'ils utilisent les cercles magiques pour tout le monde. Pour moi, les cercles magiques, une mécanique qui appartient au Chevalier Divin et aussi au Gorosei. Par contre, la marine, tout ça, je sais pas si ils vont vraiment utiliser ça comme ça. Donc c'est pour ça que ça là, pour moi, c'est un foreshadowing, mais pour plus
plus tard dans le manga. À voir, mais c'est quelque chose que je garde en tête sérieusement. Et là, juste pour terminer, le fait que Gaban dit si Elbaf est toujours en sécurité quand vous quitterez l'île, revenez me voir. Et je sais pas pourquoi il dit ça. Ça veut dire que là, il va potentiellement pas donner son identité et qu'il va peut-être partir, revenir. Je sais pas. C'est assez bizarre, mais ça montre un petit peu que Oda essaye déjà de planter certaines idées dans notre tête pour que quand ça arrive, ça ne nous surprenne pas. Parce que voilà, il l'a dit. On continue. Zoro, comme si on allait faire ça. Et Luffy dit, il a raison, idiot. Merci pour la clé quand même, mais on ne reviendra pas te voir. Ça, c'est ce qu'ils disent, mais quand ils sauront qui c'est, ils reviendront effectivement le voir. Et d'ailleurs, il y a peut-être aussi une manière de se dire, vas-y, peut-être il va nous entraîner, peut-être il va nous aider. À voir, mais je trouve que c'est cohérent. Alors, troisième partie, Gaban s'éloigne en souriant, tandis qu'un flashback montre un moment où Shanks est venu voir Gaban à Elbaf. Gaban dit, hey Shanks, tu t'attends vraiment à ce que je fasse confiance à ce gamin si facilement? C'est exactement ce que je viens de dire juste avant. Ils veulent absolument le valider, même si Shanks le considère comme tout simplement le futur roi des pirates, le futur Roger, l'héritier de la volonté de Roger, mais aussi la réincarnation de Joy Boy et par la même occasion Roger. Il veut quand même le voir de ses propres yeux et le valider avec ses propres convictions. On continue. Et Shanks rigole, dit tu as raison, fais ce que tu veux Gaban-san. Et du coup, scène à l'école du Morse, les enfants disent à Ange qu'ils ont vu un oiseau étrange voler. Mais lorsque Ange lève les yeux, il a disparu. Donc ça, c'est exactement ce qu'on disait par rapport aux chevaliers divins qui vont attaquer l'école. Mais on va voir du coup, on l'a vu dans la vidéo d'hier, que Shamrock ne sera pas là, donc la finalité sera différente. Ensuite, changement de décor, une forêt du Sun World. Donc voilà, le monde du soleil. Près de l'école du Morse, Shamrock et Gunko atterrissent sur une énorme branche. Shamrock est surpris de voir qu'Elbaf possède même une école. Puis Gunko lève la main et crée un cercle magique au sol. Un éclair noir frappe le cercle magique et deux nouveaux chevaliers divins apparaissent dans une double page épique. Le premier chevalier divin est Saint Somers, de la famille Shepherd, celle de Jupiter. C'est un homme d'âge moyen avec des lunettes, de longs cheveux et une barbe. Son bouc a la forme d'une croix. Il est assis sur un fauteuil luxueux à côté d'une malle avec des vêtements. Et il parle avec quelqu'un via un denenmushi. Il semble avoir été convoqué avant d'avoir pu s'habiller. Donc il porte seulement un débardeur et un caleçon. Wesh, un caleçon. C'est quoi ce porté? Alors Somers dit, ne me donne pas ça. J'ai besoin de me changer et de me préparer. Donne-moi une heure, ok? Et qu'en est-il des provisions? On ne va quand même pas laisser les dieux mourir de faim. Allô? La transmission. Du coup, voilà, il est en train de parler et le fait qu'il dise donne-moi une heure pour m'habiller montre que c'est un noble en mode faut que je m'habille bien, faut que je prenne soin de moi, je prends du temps et tout, tu vois. Ça, c'est assez intéressant. Alors, le deuxième chevalier divin est Saint Gillingham, de la famille Limoshif, Rémosif, traduction incertaine du nom. Bien que ce ne soit pas confirmé dans le chapitre, Gillingham semble avoir le pouvoir du Zoan mythique Kirin. Son nom en japonais est Kiringamu, ce qui est un autre indice. Donc voilà, Kiringamu, Gillingan. Donc voilà, ça ressemble un petit peu à ce qu'on disait par rapport au Kirin, le fameux animal tic de la mythologie chinoise qui s'apparente chez nous dans la culture occidentale à une licorne, mais cette fois, dans la mythologie chinoise, ressemble plus à un animal avec des cornes, des bois de cerf et aussi des écailles. Donc voilà, c'est une petite appartenance aux dragons, aux écailles. Bref, vous avez capté. Et c'est assez marrant parce que normalement, le Kirin, c'est plutôt un animal fabuleux. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on considère comme un démon ou quelque chose comme ça. Donc c'est assez intéressant de voir que Oda n'a pas réservé que des yokai potentiellement aux chevaliers divins. On continue. Dernière page. Son fruit est éveillé car des nuages blancs flottent autour de son cou. Gillingham apparaît en forme hybride. Il a un cou très long avec une longue crinière. Sa tête ressemble à celle d'un cheval mais avec deux cornes et deux longues moustaches. Il porte un uniforme militaire similaire à celui de Shamrock et tient un étrange trident. Il a également un casque bulle comme les Tenryubito avec un respirateur spécial. Et Gillingham dit « Oh non, non, je vais être en retard. J'étais à moitié endormi. Où dois-je aller ?» Somers remarque Shamrock et Gunko devant lui. Gunko se retourne, embarrassé par Somers, toujours en caleçon. Et Somers dit « Ah, qu'est-ce qui ne va pas, Gunko? Qui me vaut cette visite? Hein, Shamrock ?» Du coup, Somers et Gillingham dit « Eh, c'est bien Elbaf !» Et Shamrock répond Shamrock demande pourquoi deux chevaliers divins ont été convoqués alors qu'il n'en faut qu'un seul. Gillingham répond que Shamrock a été rappelé à la Terre Sainte sur ordre des supérieurs. Somers réplique « Alors c'est le pays des géants, comme c'est immense. Que fais-tu dans un pays non affilié au gouvernement mondial? Tu rends visite à la tombe d'Harald? Oh là, wesh, c'est légendaire là. Et ça on l'avait pas vu dans les wesh, tu rends visite à la tombe d'Harald. Donc ça veut dire que toutes les théories qu'on a dit par rapport au fait que Harald était potentiellement parmi les chevaliers divins et qu'il y avait bel et bien une histoire vient d'être validée. Non mais attends, wesh, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Donc voilà, là, je suis abasourdi, je ne m'attendais pas du tout à ça. Du coup, tout ce qu'on a dit par rapport au fait que le cercle magique pouvait
avoir été mis par quelqu'un il y a très longtemps, montre que Harald était potentiellement en négociation avec le gouvernement mondial et qui cherchait sûrement à s'affilier avec eux en méprisant potentiellement toutes ses origines et tous ses liens avec Nika, Libération, etc., etc. Donc voilà, je peux pas dire théorie validée parce que même moi je suis surpris, je m'y attendais vraiment pas, mais par contre je suis trop content, j'espère vraiment que c'est ça, parce que du coup on aura vraiment théorisé tout de A à Z. Je vous l'ai même répété dans la précédente vidéo, donc c'est légendaire, vraiment légendaire les gars. Alors, puis dans l'incroyable dernière page du chapitre, on voit les 4 chevaliers divins observer les enfants de l'école du Morse depuis leur branche géante. Somers dit d'accord, on enlève des enfants et on les emmène à la Terre Sainte, ces enfants sont trop grands pour rentrer dans un sac. Et Gillingham dit ceux sans la marque ne peuvent pas traverser l'abysse, kanji signifie pentagramme, donc on devra les transporter en navire. Légendaire, regardez les gars, on a des détails qui correspondent exactement à ce que je vous disais, ne serait-ce qu'il y a quelques minutes. On peut pas traverser si on n'a pas la marque. L'abysse ressemble vraiment à une dimension parallèle où on passe par là pour pouvoir emprunter des chemins plus courts entre guillemets, tu vois. Et ça c'est assez intéressant parce que ça montre tout simplement que tout ce qui est dimension parallèle, monde des démons, etc., potentiellement pourrait arriver. Et il y a une autre théorie qui confirme ce que je suis en train de vous dire, c'est que même Vegapunk en avait parlé. Il avait émis l'hypothèse que les fruits du démon sont tout simplement les rêves de personnes qui vivent dans une dimension parallèle. Et je pense que cette dimension parallèle, c'est l'abysse. Donc là, on a vraiment des révélations de fous malades. Je suis même choqué qu'il ne les ait pas dit dans les spoils. C'est pourquoi à chaque fois, je suis surpris que dans les spoils complets, on ait des informations aussi légendaires sans qu'ils aient été abordés dans les précédents spoils. Donc légendaire les gars, ça on va en parler très très longuement et ça montre énormément de potentiel sur ce qui pourra arriver dans le futur de One Piece. Donc voilà. Alors Gunko est énervé à cause de ce type, donc ça doit être sûrement Gillingham. Et du coup le chapitre se termine sur Shamrock avec un visage maléfique. Donc pas de pause la semaine prochaine. Et voilà, on a terminé un petit peu avec cette petite react. Donc là je suis trop content, mais on va détailler et analyser tout ça juste après. Ok, donc let's go. Cette fois-ci on va passer à l'analyse. Donc voilà, il y a énormément de choses qui ont été dites. Il y a énormément d'informations. Des informations sur lesquelles je reviendrai pas, parce que voilà, c'est des choses qu'on a traitées dans la précédente vidéo. Et là on va vraiment se concentrer tout simplement sur ce qui a été dit en plus dans tout simplement ces spoils. Donc premièrement, la première partie du chapitre au niveau de la construction, on a vraiment un chapitre découpé en 2 parties, avec la première partie entre Gaban et Luffy, avec énormément d'informations, avec énormément de scènes émouvantes, des flashbacks et des parallèles. Et justement, au niveau du power scaling, on a vraiment un Gaban surpuissant qui est capable de tenir tête à Luffy, qui est capable de le mettre en déroute. Et d'ailleurs, Luffy a bel et bien demandé à Zoro de l'aide pour pouvoir le battre parce qu'il savait que le combat allait être difficile. Donc ça interroge énormément sur la puissance de Gaban. Comme je vous l'ai dit en 1v1, je pense pas que Gaban peut gagner contre Luffy, mais vous connaissez Luffy, il peut se faire battre 1 ou 2 fois avant de revenir une 3e fois et gagner, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que je vois très bien se passer, même si en vrai, on savait que voilà, Gaban c'est pas un ennemi en soi, donc c'est pas des choses qui pourraient arriver. Cependant, Gaban a bel et bien montré sa supériorité, et ça faut bel et bien le garder en tête, parce que ça montre que Gaban, dans certains domaines, a des maîtrises beaucoup plus grandes, comme dans le haki de l'observation, potentiellement dans le haki de l'armement, etc., etc. Alors, ensuite, on a vu que Gaban a reconnu la forme blanche de Luffy. Donc voilà, on le sait déjà depuis très très longtemps, mais là, on peut se dire tout simplement que Gaban, vu qu'il connaît l'histoire du monde, vu qu'il connaît tout ce qui s'est passé pendant le siècle oublié, il sait très bien que cette forme blanche n'est pas anodine, et je pense que c'est justement la raison de son combat. Il voulait absolument pousser Luffy dans ses derniers retranchements pour qu'il puisse utiliser sa forme blanche et que Gaban puisse tout simplement la voir. Je pense que c'est quelque chose qu'il voulait absolument voir. Gaban, n'oubliez pas qu'il connaît les secrets du monde et qu'en plus il habite à Elbaf, donc ça fait 2 raisons de vouloir voir cette forme blanche, cette forme de Nika. Donc tout ça pour moi avait pour seul but de découvrir la forme du Gear 5 de Luffy. Ensuite, Gaban à un moment il va justement leur dire de revenir le voir si jamais ils veulent l'affronter, discuter, tout ce que vous voulez. Et ça c'est assez intéressant parce que ça montre que potentiellement Luffy pourrait faire un aller-retour avant d'avoir le dénouement réel sur Elbaf. Peut-être que là il va y avoir un arc de développement avec plein de choses, etc. Mais peut-être que Elbaf pourrait être le God Valley numéro 2, c'est-à-dire que les Chevaliers Divins avec Im-sama, le Gorosei, etc. pourraient tout simplement investir les lieux pour organiser la chasse. Mais comme on l'a dit, la chasse ça prend du temps, ça prend énormément de semaines pour pouvoir déplacer tout le monde. On a vu que tout le monde n'avait pas la marque et que du coup traverser l'abysse pour tout le monde peut être compliqué, surtout pour les membres de la marine par exemple. Et si on veut faire un God Valley 2.0, il fallait absolument que la marine soit là, que les Gorosei soient là, que tous les membres potentiellement affiliés à l'armée du gouvernement
gouvernement mondial soit là, mais aussi d'un autre côté que potentiellement Barbe Noire, pour faire le parallèle avec Zebek, et les Mugiwara soient là. Sauf que là, ça va être difficile en quelques jours, en quelques semaines d'organiser ça si ça va vraiment se passer comme ça. Donc moi j'ai vraiment l'impression que là il y aura les prémices entre guillemets et que la finalité se déroulera plus tard. Ça c'est que mon avis pour l'instant, mais vu qu'on a qu'un seul chapitre sur lequel s'appuyer, on va prendre des pincettes. Et du coup, on voit aussi plus tard dans le chapitre que les enfants pourraient se faire capturer et emmener via des bateaux sur Marie-Joie pour tout simplement forcer le peuple à capituler. Donc ça c'est assez intéressant parce que je pense que voilà, Oda nous prépare quelque chose de colossal, mais que justement il est en train de nous dire petit à petit qu'il va y avoir des étapes. Et c'est peut-être pour ça qu'il a fait dire à Gaban, revenez me voir. Donc ça peut être plus tard dans l'arc, mais ça peut être aussi plus tard dans très longtemps, tu vois. Peut-être après avoir fait l'aller-retour Raftel-Elbaf. Parce que comme je vous l'ai dit, au niveau de la géographie, pour moi c'est logique qu'à la fin du manga, Luffy fasse demi-tour jusqu'à Marie-Joie pour la guerre finale. Ça pourrait être cohérent dans le sens où si jamais il fait demi-tour, il pourrait repasser à Elbaf, récupérer ses armées, il pourrait tout simplement aller à Wano pour récupérer l'arme antique et à l'île des hommes poissons pour récupérer aussi Shirahoshi, l'autre arme antique. Et d'ailleurs détruire l'île par la même occasion parce que c'est ce qui doit se dérouler, on l'a vu dans les prédictions de Shirley. Donc quand tu prends ça en compte, tu te dis en fait tout est logique, on a déjà les destinations futures des Mugiwara, donc pour moi tout reste cohérent pour l'instant. Et en plus, comme je vous l'ai déjà dit, New Marineford a été déplacée, elle est plus du côté du paradis, elle est du côté du nouveau monde, donc tout semble cohérent pour qu'on puisse aller à New Marineford, ensuite sur Redline et à la fin tout détruire pour ouvrir le monde tout simplement. Donc voilà. Truc ultra cohérent, mais gardez ça en tête parce que on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, mais je pense que on est sur la bonne voie, les gars. Ok, ensuite on a l'arrivée de 2 chevaliers divins, dont un qui est en mode éveil et qui est en mode Kirin, parce que voilà, il y a des informations qui révèlent son fruit grâce à comment est écrit son nom, grâce au katakana. Et aussi, on a tout simplement des détails visuels qui permettent d'approuver un petit peu ce pouvoir. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ce Zoan mythique est potentiellement un Zoan différent des autres parce qu'il est censé être considéré comme une licorne. C'est plutôt un animal fabuleux, comme je le disais, qu'un animal démoniaque. Donc ça montre aussi que les autres chevaliers divins pourraient avoir quelque chose de complètement différent. Donc voilà pour les chevaliers divins, mais je pense qu'on aura plus d'informations, on va dire visuelles. En tout cas dans le chapitre qui sort demain. Alors, on a tout simplement, pour terminer, on a cette fameuse abysse. Donc voilà, ça a déjà été dit dans les spoils, on en a parlé, on se demandait ce que c'était, et au final on n'avait pas d'informations plus amples. En fait, l'abysse au début c'était considéré tout simplement comme un portail permettant de traverser d'un endroit à un autre. Cependant, je commence vraiment de plus en plus à penser que cet abysse est plutôt un monde parallèle, et ça corrobore, comme je le disais juste avant, ce que disait Vegapunk par rapport aux fruits du démon, comme quoi les fruits du démon sont la matérialisation des rêves de certaines personnes qui vivaient dans des dimensions parallèles. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est que tout rentre dans l'ordre grâce à ça, et l'abysse est bel et bien le monde des démons, et potentiellement qu'on pourrait terminer One Piece un petit peu dans cet univers pour quitter un petit peu le monde qu'on connaît actuellement et rentrer dans un monde totalement différent. Donc ça pourrait être sympa, surtout pour un combat final contre Im-sama, etc., etc. Peut-être que ça explique aussi le pouvoir des ténèbres de Barbe Noire, le fait que voilà, il y a ces flammes noires, il y a ce côté disparition, il y a cette interrogation par rapport à la capacité à manger plusieurs fruits du démon. Donc vous commencez à comprendre que peut-être que Barbe Noire, les ténèbres, permet justement un accès à cet abysse, tu vois. Donc peut-être qu'on connaît pas du tout le fruit de Barbe Noire et que potentiellement comme Luffy, son nom aurait été modifié, on l'appelle le fruit des ténèbres, mais ça peut être le fruit des abysses, permettant de contrôler l'abysse, ce qui permettrait des pouvoirs surnaturels légendaires. Donc ça, j'adore de ouf, je suis complètement hype par rapport à cette révélation, et je trouve que cette révélation, c'est la plus importante du chapitre, et c'est une révélation qui était même pas dans les spoils normaux. Donc voilà, l'abysse, les gars, dimension parallèle, je vous ai donné toutes les informations, je pense que ça va être quelque chose de fou. Et pour terminer, je voulais juste mentionner quelque chose par rapport à l'invocation. Là, ce qui est différent, c'est qu'elle parle de marque et que les personnes qui ont la marque peuvent utiliser l'abysse, peuvent traverser l'abysse. Et ça, c'est assez intéressant. Par contre, il faut comprendre qu'il y a une mécanique en train de se mettre en place. Là, ils ont été invoqués, mais de manière impromptue, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont été invoqués, ils n'ont pas choisi, ils n'ont pas accepté d'être invoqués, c'est eux qui les ont invoqués. Donc dès que tu places la marque de l'abysse, ils sont invoqués de manière directe. Cependant, ce qui est fou, c'est que quand Saturne est arrivé, j'ai plutôt eu l'impression qu'au lieu d'avoir des éclairs dans le ciel, il est plutôt sorti du sol, tu vois. Donc ça pourrait être une nuance. Peut-être que la marque permet d'utiliser l'abysse et que les Gorosei, eux, peuvent traverser l'abysse. Ce qui pourrait être une nuance. Donc voilà, il y a encore énormément de zones d'ombre par rapport à tout ça, mais c'est quelque chose que je voulais mentionner, principalement étant donné que pour moi, c'est la plus grosse révélation de ce chapitre. Je trouve ça légendaire.
Donc voilà, je pense avoir terminé avec les spoils pour aujourd'hui en tout cas. Et nous, demain, on reprendra le chapitre pour pouvoir détailler, donner plus d'informations par rapport aux informations visuelles qu'on aura. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si vous avez kiffé les gars, n'hésitez pas à me le mentionner en commentaire, à me dire ce que vous aimeriez améliorer ou non, hein, ou tout simplement me dire que voilà, c'est parfait comme c'est, si j'en doute. Et écoutez, merci à tous ceux qui soutiennent et franchement, GG à vous. Donc voilà, n'hésitez pas, likez, follow, commentez, à partager la vidéo si jamais elle vous a vraiment plu, et aussi à nous rejoindre sur le Discord si jamais vous voulez discuter, si jamais vous voulez partager vos théories, et il y a aussi le Twitter si jamais vous voulez avoir les spoils en direct. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Merci encore, n'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece, et prenez soin de vous.